Bonjour à toutes et à tous. Il existe dans l'univers de la monnaie des pièces d'or et d'argent qui pourraient être utilisées aujourd'hui au XXIe siècle pour faire du commerce. Elles sont en effet reconnues par les autorités bancaires. On dit qu'elles sont à cours légal. Dans les faits, il est très rare de les échanger contre des biens ou des services, ou même des billets au guichet d'une banque. Mais dans l'absolu, ce serait possible. Et puis on va le voir, ces pièces ont une fiscalité spécifique et plutôt avantageuse. Pour nous en parler, un pilier des rencontres annuelles d'Aucoffre, spécialiste de l'investissement dans les métaux précieux, Yannick Colleux. Pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait, je ne peux que vous conseiller d'acquérir le guide de Yannick Colleux, Investir dans les métaux précieux aux éditions Erol. On le trouve dans toutes les bonnes librairies. En fin d'émission, comme d'habitude, je transmettrai toutes vos questions via le chat du live à Yannick Colleux. Yannick, bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre présence. On va commencer tout d'abord par bien définir ce dont nous allons parler. Qu'est-ce qu'une pièce à cours légal ? Là, vous commencez fort parce qu'en fait, la monnaie, c'est sans doute le produit le plus connu de toute personne. On en a tous dans la poche. Et en même temps, c'est un concept, un des concepts les moins bien connus. Donc, si j'ai une heure pour développer... Vous ne l'avez pas. Je ne l'ai pas. Bon, ben, tant pis. Donc, je vais aller à la conclusion directement. En fait, il y a deux principes qu'il faut retenir. C'est, on appelle monnaie à la fois l'unité monétaire, qui est en fait une référence que l'on partage dans une société pour pouvoir valoriser les biens, et l'instrument monétaire qui porte cette unité, hein, de façon à ce que les biens puissent s'échanger par rapport à cet instrument, quoi. Alors, la définition, on en trouve, des définitions de la monnaie, on en trouve pas mal dans la littérature et sur la toile. Moi, ce que je vous propose, c'est la définition qui a été donnée par Jean Carbonnier, qui est une référence en matière de droit civil en particulier, et donc qui caractérise ainsi la monnaie, ce qui confère à une chose, une pièce métallique ou un billet, le caractère juridique de monnaie, c'est qu'elle est reçue dans les paiements, non pas pour ce qu'elle représente matériellement, mais en tant qu'équivalent, fraction, au multiple d'une unité idéale. Et il conclut en disant que cette unité idéale est le fondement du système monétaire. C'est-à-dire qu'en fait, pour résumer, la forme ou la nature d'une matière utilisée pour réaliser un moyen de paiement légal n'a aucune importance. Donc ça, c'est très important. D'accord, donc on pourra avoir des pièces, des jetons, je ne sais quoi, métalliques, de forme ronde, absolument, carrée. Mais alors, vous avez une pièce, par exemple, qui existe, qui est en forme qui représente en fait l'Australie, hein, la carte de l'Australie. Hein, bon, ben, elle a reçu cours légal. Hein, on va voir un peu plus loin cette affaire de cours légal. Qu'est-ce que c'est exactement ? Mais ça a cours légal. Donc la forme, on s'en fiche. La couleur, on s'en fiche. La matière, on s'en fiche. Il y a des Vera One qui sont aussi des pièces qui sont à cours légal, me semble-t-il, voilà, et qui sont en forme rectangulaire. Voilà. Et donc, alors qu'est-ce qui fait qu'un de ces objets est une pièce devient, qu'est-ce qui fait qu'elle est à cours légal, cette pièce-là, si elle l'est ? Alors, pour comprendre ce qu'une pièce à cours légal est, en fait, c'est un objet. Il faut suivre son parcours. C'est un objet qui va naître et qui va mourir. Ça fait un peu bizarre, hein, c'est comme ça. Et donc, j'ai fait une représentation qui doit s'afficher, là, et qui part en fait de l'objet nu, la matière première qui est utilisée. Ça s'appelle un flanc. Alors, le flanc, il peut être rond, mais il peut être carré, hein, et il peut être en forme d'Australie, en forme de France, on fait ce qu'on veut. Hein. Il peut être en or, il peut être en argent. Or, il peut être en argent. Il peut être en bronze, à la limite il peut être en porcelaine, si le pays a décidé de faire des moyens de paiement en porcelaine. Hein. Le comté de Limoges pourrait faire ça. Voilà, le comté de Limoges va sans doute s'en préoccuper. Hein. Et donc ce flanc est utilisé pour fabriquer les légendes qui sont sur les deux faces, les effigies, etc., qui sont sur les deux faces de la pièce en général. Hein. Et donc on obtient un jeton
Voilà. Et donc, pour passer au stade suivant, il faut en fait que le souverain, donc l'État souverain, décide d'attribuer à ce jeton un statut particulier qui est le statut de monnaie de paiement légal, de moyen de paiement légal. Et donc c'est un arrêté, ça dépend de la façon de procéder dans les pays. Hein. En France, ce sont des arrêtés qui attribuent, tous les ans, vous avez des arrêtés qui sortent et qui donnent la liste de toutes les pièces de la monnaie de Paris qui sont émises et qui reçoivent cours légal. Hein. Donc là, c'est la vie de la pièce. La pièce vit sa vie de moyen de paiement légal. On ne peut plus lui enlever, sauf à la fin de sa vie, ou à la mise à la retraite, on va dire, où sort un arrêté de retrait. Hein. Donc ça a été le cas des pièces en francs. Hein. Les pièces en francs ont été retirées et n'ont plus cours légal. Hein. Et donc elles vivent une vie de monnaie démonétisée, hein, qui sont quelquefois utilisées par les collectionneurs, enfin ça dépend. Hein. Mais vous prenez par exemple le cas du Napoléon, hein, le 20 francs Napoléon, donc il est démonétisé. Certaines pièces de Napoléon sont effectivement une vie de monnaie de collection, mais pour la plupart ce sont des pièces démonétisées qui sont utilisées comme monnaie d'investissement. Quoi. On Voilà. est bien d'accord, pour que le cours légal soit bien enregistré, il y a donc un État qui va soit faire un bulletin, soit une inscription, Voilà. soit un journal officiel, puisqu'il faut que toute la planète le sache. Voilà. Donc en 1928, par exemple, est sorti un arrêté ministériel qui a défini que toutes les pièces en francs germinal, donc 10 francs or, 20 francs or, 40 francs or, etc., j'en passais des meilleurs, n'avaient plus cours légal et étaient retirées de circulation. Étaient démonétisées, ne pouvaient plus être utilisées pour honorer des dettes terminées. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, dans ce cycle de vie du flanc, en fait, le flanc qui d'un seul coup est embelli et devient une pièce, puis cette pièce est anoblie, elle devient pièce moyen de paiement à cours légal, avant de sombrer dans l'anonymat et d'être retirée par un arrêté de retrait. À chacun de ces stades, en fait, du point de vue fiscal en France, il y a différents statuts fiscaux. Vous voyez ? Donc les jetons, c'est du métaux précieux à l'état brut. Hein. Le jeton lui-même, pas le jeton, pardon, le flanc. Le flanc, c'est du métal, de la matière première. Matière première, donc c'est du métaux précieux, au sens fiscal, pas métaux précieux au sens, je dirais, du métal. Les jetons, une fiscalité particulière des jetons qui sont dans les bijoux y assimilés. Hein. Les pièces à cours légal, qui sont également avec un statut particulier des biens meubles. Et puis vous avez après les pièces démonétisées qui retournent en fait dans le statut des métaux précieux. Quoi. Voilà. Donc là, on est rentré dans le cœur du sujet, puisque vous êtes en train effectivement de répondre comment le fisc va considérer ces différents formes de métaux précieux. Alors, le grand problème que l'on rencontre dans les échanges que l'on peut avoir et que j'ai souvent avec tous les membres, soit d'Ocofre, soit des gens qui sont intéressés par les métaux précieux, qui investissent, lorsqu'on parle de fiscalité, c'est des problèmes de vocabulaire. Donc il faut se mettre bien d'accord sur le vocabulaire avant de comprendre ce que le fisc a bien voulu dire par là. Parce qu'effectivement, le fisc n'est pas toujours très clair. L'administration bruxelloise pond également des directives dans lesquelles il y a des homonymes par rapport à ce qui se trouve dans la fiscalité française. Donc tout ça, ça jette quelque part, je dirais, beaucoup de confusion. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il y a deux interprétations du mot collection. Hein. La première interprétation, c'est celle faite au niveau de l'Union européenne d'une pièce de collection et qui est définie comme une pièce qui a cours légal
mais qui est en métaux précieux. Donc retenez bien, hein, un cours légal, mais est en métaux précieux. Il faut bien suivre là, parce que ça va devenir compliqué. Et de l'autre côté, on a la Cour de justice de l'Union européenne. Hein, enfin, à l'époque, c'était la Cour de justice des communautés européennes, puisque c'est un arrêté de 1985 qui définit la pièce de collection, l'objet de collection, avec des critères qui sont l'ancienneté, l'arrêt de la production, c'est-à-dire qu'on n'en produit plus, quoi, hein, l'intérêt historique, etc. Donc un certain nombre de critères qui sont très précis, quoi. Et ils ne parlent plus de cours légal, eux. Plus de cours légal, puisque de toute façon, on parle de pièces qui sont des pièces historiques. D'accord. Hein, on parle d'arrêt de production, etc. Vous voyez. Donc déjà, on voit que les deux interprétations ne sont pas du tout les mêmes. Hein, on parle de deux choses différentes. Et puis après, on arrive en France, et en France, on regarde ce que le fisc, enfin l'administration, on va appeler ça, hein, l'administration a interprété. Et donc le Code monétaire et financier, par exemple, a pris l'interprétation de l'Union européenne. Donc la monnaie de Paris est chargée etc., d'émettre les monnaies de collection ayant cours légal et pouvoir libératoire. Ça, c'est le Code monétaire et financier. Ensuite, on a le fisc, qui donc, comme vous le savez, produit des bulletins officiels des impôts, hein, donc il y a les BOI. Les BOI, hein, les célèbres BOI. Hein. Et donc, dans ces BOI, ils n'hésitent pas à se contredire. Et donc, vous avez par exemple dans le BOI, alors je ne le cite pas là, parce que tout le monde le connaît, c'est le BOI qui parle des métaux précieux et de la taxe forfaitaire. Donc, il suffit de faire une petite recherche sur Internet, on trouvera la référence. Hein. Et si on ne la trouve pas, il suffit de m'envoyer un petit mot. Hein, qui donc, d'un côté, vient nous dire qu'il faut un critère parmi ceux qui sont cités par la Cour de justice de l'Union européenne pour pouvoir qualifier un produit de collection, un critère, alors que de l'autre côté, la Cour de justice de l'Union européenne dit non, il faut tous les critères. Il faut tous les critères. Hein, et qui dit en particulier que ce que dit la Commission n'a pas force de droit. Donc, ça veut dire, attention, vous êtes en train d'interpréter la notion de collection d'une façon biaisée par rapport à ce que moi j'ai arrêté en 1985. Hein. Et puis vous avez le même fisc français qui continue, un tout petit peu plus loin dans l'article 80 de ce BOI, et qui dit exactement ce que dit la Cour de justice de l'Union européenne. C'est-à-dire que, effectivement, une pièce à cours légal reste une pièce à cours légal et ne peut pas être classée dans les objets de collection. Donc on est perdu, effectivement, lorsqu'on lit tout ça. Et donc j'ai essayé de résumer dans un graphique, hein, que j'ai appelé la théorie des ensembles, la théorie des ensembles monétaires, pour bien voir où se situent les uns et les autres. Alors, dans ce graphique, en fait, on voit que toutes les pièces à cours légal du monde contiennent deux sous-ensembles qui sont toutes les pièces à cours légal en or et en argent et en platine du monde, et à l'intérieur, ceux qui sont propres à l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier sous-ensemble. Et on voit qu'en fait, il est disjoint complètement d'un autre monde, qui est le monde de toutes les pièces démonétisées du monde, hein, dans lequel il y a un sous-ensemble qui est toutes les pièces de collection dans le monde, avec les différents critères qui sont utilisés par la Cour de justice de l'Union européenne, hein, qui sont l'ancienneté, l'arrêt de la fabrication, la provenance, etc., l'intérêt historique. Donc on voit bien que c'est disjoint, c'est deux mondes différents. Donc on ne parle pas de la même chose. Est-ce qu'il y a eu de la jurisprudence, alors je ne sais pas si on dit ça pour les impôts, mais est-ce que vous avez connu des gens qui ont eu affaire avec le fisc au moment de vente ou de rachat et qui ont pu mettre en application ce que vous venez de nous dire? Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a de la jurisprudence, il y a de la littérature, on va dire? Grosso modo, il y a autant d'interprétations et de décisions ça nous arrange pas. qu'il y a de... Je ne sais pas comment ils sont organisés, hein, mais on va dire... De direction départementale. Voilà, de direction départementale de l'administration fiscale sur ce sujet, quoi. Donc,
j'ai effectivement des retours de gens qui se battent contre une interprétation complètement erronée dans une région, et puis d'autres qui disent non, il n'y a aucun problème, on m'a répondu que c'était bon, quoi. Mais par exemple, vous trouverez sur Internet une décision de la DLF, la Direction de la législation fiscale, décision prise suite à une demande de rescrit d'une entreprise suisse qui s'appelle Eporos, dans lequel le fisc montre qu'au niveau de la DLF elle-même, on n'a pas compris ce problème d'homonymie de collection. Et donc, c'est une décision qui ouais. Pour ceux qui ne savent pas, le rescrit, c'est on écrit aux impôts et on dit si dans telle situation, qu'est-ce que vous allez nous répondre. Voilà. Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'un rescrit est individuel. Oui. C'est-à-dire que c'est un peu vicieux, parce que vous posez votre situation individuelle et on vous répond. Et on vous dit, de toute façon, la réponse qu'on va faire, elle n'est pas valable pour votre voisin qui a la même situation. Exactement la même. Oui. Donc, bon. Oui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, effectivement, trouver un rescrit sur Internet ne fait pas force de loi, surtout pas. À chaque fois, moi, je propose aux gens qui contestent effectivement ce que je propose, je leur dis, mais c'est simple, vous faites un rescrit auprès du fisc, vous allez voir. J'attends toujours qu'ils me répondent qu'ils ont eu une réponse. Très bien. Rentrons dans le détail de la fiscalité. Et donc, la fiscalité que nous aurons sur les pièces à cours légales à l'achat et à la revente. Je détiens des pièces, je veux en acheter, je veux les revendre. Alors, il y a un point qu'il faut aborder avant, c'est la qualification des moyens de paiement en fiscalité. Les moyens de paiement sont des biens meubles. Alors, à chaque fois que je sors cette affirmation, on me dit, mais où est-ce que c'est écrit dans la littérature de l'administration fiscale? Alors, je dis, c'est a priori écrit nulle part, mais est-ce qu'il est écrit la définition d'une maison ou d'une voiture dans le BOI? Est-ce qu'il y a un BOI sur les voitures qui donne la définition des voitures ou des maisons? Non. En fait, il faut revenir à son droit, c'est-à-dire, vous prenez toujours les écrits de M. Jean Carbonnier, et donc Jean Carbonnier définit les instruments monétaires comme étant des produits qui sont meubles, ce sont des biens meubles, corporels, consomptibles, c'est-à-dire qu'ils peuvent être consommés, on va dire, au premier usage. Donc, par exemple, si j'ai 1 euro que je vous donne, je ne l'ai plus. Donc, il est consommé. Il est consommé, ça y est, c'est fini. Il n'y a pas deux fois. Voilà. Et ils sont fongibles entre eux. Donc ça, c'est la définition des biens meubles appliqués aux instruments monétaires. C'est la qualification donnée par Jean Carbonnier, qui est une référence en matière de droit. C'est la même chose. Fongibles, ça veut dire qu'ils sont échangeables. C'est ça. Donc voilà. C'est les devises, en fait. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. C'est la qualification des devises. Une devise, une monnaie, c'est la même chose. Une devise, on a plutôt tendance à prendre devise comme quelque chose d'immatériel. Mais en fait, on est toujours dans la notion de débit-crédit, en fait. C'est tout. C'est uniquement ça. Et donc, on arrive donc dans la classification on va dire, des moyens de paiement à cours légal dans l'ensemble du droit. Donc, on a le monde corporel et le monde incorporel. Et donc, les moyens de paiement à cours légal se situent dans les biens meubles autres, donc au même titre que le vin ou que les voiliers. Que l'art Non. Alors l'art, non. L'art se trouve dans les objets d'art et d'antiquité. Il se trouve dans les objets précieux. Dans les objets précieux. Et donc, vous avez au travers de toutes ces catégories, vous avez en fait aussi une autre caractéristique, ça s'appelle l'ordre d'investissement. Donc ça trouble un peu parce que les gens comprennent pas que l'ordre d'investissement c'est simplement un bénéfice à la TVA, et que donc ce bénéfice à la TVA en fait traverse
tout le domaine des objets précieux, hein, et il va jusqu'aux moyens de paiement légaux, puisque il peut y avoir des moyens de paiement légaux qui sont en or et qui répondent à la définition de l'or d'investissement. Et ça n'est que le bénéfice de la TVA pour cela, quoi. Voilà, il y a un chapeau principal, or d'investissement, et dessous on trouve les différentes... Et donc j'en arrive à la fiscalité elle-même. Hein. Ouais. Alors justement, l'or d'investissement, voilà, c'est la première réponse. Hein. Lorsque l'on a des monnaies en or qui répondent à la qualité d'or d'investissement, c'est-à-dire qui ont 900 millièmes d'or dans la pièce. C'est ça c'est très important. Ils sont exonérés de TVA. 900 millièmes de titres et au-dessus, évidemment. Voilà, c'est ça, au moins 900 millièmes. Hein. Ce qui n'est pas le cas de toutes les pièces, d'ailleurs. Hein. Il y a des pièces de mémoire, c'est des pièces autrichiennes, je crois, qui sont à 850 millièmes et qui donc sont vendues par la monnaie autrichienne pour de l'or d'investissement et qui devraient être vendues avec de la TVA. Mais bon, c'est la monnaie autrichienne, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Voilà. Et donc, ça c'est le principe, on va dire, un peu particulier, réservé à l'or d'investissement, hein, l'argent où le platine n'est pas concerné, hein, du tout. Par contre, ce qui est important, c'est de retenir que la TVA n'est pas due sur les devises et les billets de banque, mais dans le CGI article 261C, il est précisé une chose qui en général est sujet à caution, hein, qui est que les monnaies qui sont des moyens de paiement légaux, à l'exception des monnaies et billets de collection. À l'exception des billets et monnaies de collection. Donc on en revient à la définition que je vous ai embrouillée un peu avant, là, mais qui est importante, justement, c'est maintenant qu'on va s'en servir. Hein, c'est maintenant qu'on va s'en servir. Et donc, oui, parce qu'on va pas appliquer de la TVA sur une devise. Je ne vais pas aller acheter un billet et puis je ne vais pas payer 20% de plus. Non, mais c'est... Justement, on s'intéresse là uniquement à l'exception. Parce que qu'est-ce qu'ils entendent par monnaie et billets de collection? Et donc là, on va dans la directive TVA de l'Union européenne, et là, il est précisé, à savoir les pièces en or ou en argent, ainsi que les billets qui ne sont pas normalement utilisés dans leur fonction comme moyen de paiement légal. Vous voyez, qui ne sont pas normalement utilisés comme moyen de paiement légal. Alors, vous voyez, qu'est-ce que c'est que ne pas être normalement utilisé comme moyen de paiement légal lorsque vous avez une pièce qui a cours légal. C'est-à-dire que ça voudrait dire qu'il y a des pièces à cours légal avec une normalité et avec une autre normalité pour d'autres. Ah, donc ça, on ne sait pas ce que c'est. Heureusement, la BCE s'est penchée sur le sujet et a donné un avis. C'est en 2011. Et dans cet avis, elle dit « Les États membres ne disposent pas des mesures permettant d'empêcher que les pièces de collection en euros soient utilisées comme moyen de paiement dans l'État membre émetteur. » Ça veut dire que, effectivement, la BCE dit « Oh là, attention, à partir du moment où vous mettez en circulation des pièces, ce sont des moyens de paiement. Point barre. » Donc, ça a beau être une pièce, on va voir un peu plus loin, il y a des pièces effectivement qui sont un peu bizarres. Hein, ça a beau être des pièces qu'on ne veut surtout pas sortir du blister parce qu'on a peur qu'elles perdent de la valeur, mais en tout cas, ça reste du... Voilà, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que le dispositif arrêté par le CGI, mais en fait qui est hérité d'une directive TVA, hein, et qui pointe vers l'article 135 de la directive TVA, est complètement, on va dire, opposable. Il n'y a aucun problème, quoi. Aucun problème. Donc, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont des moyens de paiement légaux. Il n'y a aucune raison qu'ils ne soient pas exonérés de TVA. Aucune raison. Ah, donc ça, c'est bien noté. Voilà. Pièce à cours légal, exonérée de TVA. Voilà. Pour l'achat et la vente. Alors, pour la vente, maintenant, il faut regarder dans quelle situation on est aujourd'hui. Et donc, pour ça, il faut regarder comment on était hier. Hier... Regarde ce qui était ton passé pour comprendre ton avenir. Exactement, voilà, un peu de philosophie. Voilà.
hier, en fait, lorsqu'un État souverain émettait une pièce, une monnaie en or ou en argent, il émettait, donc j'ai un exemple là, il émettait à partir d'un jeton qui valait par exemple 99 francs, il lui appliquait le cours légal dessus, et il disait que cette monnaie valait 100 francs. 99, 100 francs. Donc en fait, on va dire que, ayant confiance, les gens s'échangeaient pour 100 francs, alors qu'ils avaient dans la main un objet qui n'en valait que 99. Bon, pourquoi pas? Vous n'imaginez pas qu'effectivement, à une époque où l'or était un moyen de paiement réel, qui circulait, ou l'argent d'ailleurs, si on avait mis pour 105 francs dans un jeton auquel on avait mis un cours légal, les gens se seraient empressés d'aller le fondre, oui, pour le revendre à 105 francs. Voilà, donc c'est la norme, c'est ça. La norme, lorsqu'on utilise les métaux précieux, ou même tous les métaux d'ailleurs, on a eu le cas à une époque avec le nickel, je ne sais plus si c'est pas au Canada, quelque chose comme ça, où les petites pièces en nickel, en fait, valaient plus cher à la fonte qu'elles ne valaient en termes de centimes, on va dire, oui, dans le commerce, quoi, dans les échanges. En valeur faciale. Voilà, en valeur faciale. Alors aujourd'hui, on arrive à une situation assez étonnante. Donc là, j'ai un exemple de pièce. Ça doit être rectangulaire, c'est une pièce, d'une pièce de 50 € de la monnaie de Paris, qui est vendue 650 €, mais qui n'a que... Alors, j'ai mis 375 €, mais en fait, il faut la réévaluer, puisque depuis que j'ai fait ma présentation, le cours a augmenté, donc elle vaut 400 €. Donc, évidemment, on n'y comprend plus rien, quoi. On n'y comprend plus rien. Donc, ça, c'est une situation qui est héritée, on va dire, de la façon dont les États, aujourd'hui, utilisent les métaux précieux pour se faire du gras, en fait, et pour financer leurs ateliers monétaires. Donc, en déclarant 50 € sur la masse monétaire, ils en amassent 600 de bénéfices, et ces bénéfices, évidemment, ils vont dans les caisses de l'État ou ils vont au financement des ateliers monétaires. Donc c'est un détournement, c'est une manipulation sur la monnaie, c'est un détournement de la monnaie, un dévoiement de la monnaie. Voilà. Et donc, pour je dirais la vente, il faut examiner 3 cas qui sont l'euro, la vente d'euros. Je vends des euros, donc des euros de la monnaie de Paris, par exemple, qui sont d'origine française, ou je vends des euros d'Autriche, ou des euros de Belgique, ou des euros d'Allemagne. Voilà. Les euros de France, lorsqu'on en vend 1 euro de France, alors je suis obligé de faire différence, je vais vous expliquer pourquoi après, des euros de France, il n'y a aucun impôt. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de taxe sur la monnaie. Ça n'existe pas. Pas de taxe sur les devises. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que... la seule limite, ce serait de les transporter à l'étranger et que ça dépasse le quota de transport. Mais sinon... Oui, non, mais ça c'est autre chose. Il n'y a pas de taxe. Voilà, il n'y a pas de taxe sur la monnaie. C'est-à-dire que personne n'a imaginé un jour de taxer sa propre monnaie parce qu'il l'a donnée à quelqu'un d'autre. Et c'est l'objet d'une transaction personnelle, donc voilà. Alors le problème dans la zone euro, c'est qu'il y a euro et euro. C'est une originalité. Donc imaginez les États-Unis qui émettent une pièce. Donc à Washington, on émet une pièce en dollars, mais cette pièce en dollars n'aurait pas cours légal au Texas. Donc on est exactement dans cette situation-là, c'est-à-dire que de façon écrite dans le marbre au sein de l'Union européenne, les monnaies de collection, ce qu'ils appellent monnaie de collection du moins, n'ont pas cours en dehors du pays qui les a émis. Donc, si on regarde une pièce autrichienne, par exemple, philharmonique, par exemple, c'est un ovni, j'appelle ça des ovnis monétaires, on ne sait pas très bien comment les traiter, parce qu'en fait, ce sont des euros.
C'est les mêmes euros que les euros français, hein, puisqu'il n'y a que l'euro. Hein, le code monétaire dit la monnaie de la France est l'euro. Point. C'est tout. Il ne dit pas c'est l'euro que l'on arrange à la sauce francophone avec de la Banque centrale française. De la Banque centrale française avec béret et baguette. Non, pas du tout. Hein. Donc, moi j'aurais tendance à dire qu'il faudrait traiter les cessions de ces ovnis monétaires comme des cessions de monnaie étrangère. Hein. Et donc le troisième cas, c'est donc les cessions de monnaie étrangère. Et là, une monnaie étrangère, c'est une devise. On a vu tout à l'heure. Donc ce sont des biens meubles. Les biens meubles, au cours d'une cession, vous avez une perte ou vous avez un gain. Hein. Lorsque vous êtes cambiste, par exemple, que vous opérez sur le Forex, hein, vous avez des pertes, vous avez des gains. Si vous faites des petites transactions, si vous n'êtes pas plus de 5 000 € de transactions, vous ne déclarez rien. Hein, vous pouvez demander à tous les cambistes, hein, c'est comme ça. Donc là, la fiscalité qui s'applique pour les pièces qui sont étrangères, c'est la catégorie des biens meubles, c'est-à-dire une exonération jusqu'à 5 000 € de cession. Voilà. On va aller précisément sur ce principe des 5 000 € de cession. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Ah, ça, je m'en doutais. Oui, parce qu'en fait, c'est les 5 000 €. Les 5 000 € une fois, tous les 2 jours, tous les mois. C'est quoi la règle? Alors, la règle, le fisc en parle dans ce fameux BOI, toujours, là. C'est le BOI, plus-value sur biens meubles et taxes forfaitaires sur les objets précieux, cession de biens meubles. Hein, donc, c'est le BOI, on va dire, cession de biens meubles, et pour les recherches, et vous rajoutez objets précieux, vous le retrouverez directement. En fait, ces 5 000 € de cession, elle s'applique à un objet qui a sa propre identité. C'est-à-dire que, je vais prendre un exemple qui n'a rien à voir avec les monnaies. Hein. Un collier de perles. D'accord. Un collier de perles, madame a un collier de perles. Ce collier de perles, il vaut 10 000 €. Voilà. C'est un peu gênant parce que on pourrait le vendre avec 5 000 €, puisque, en fait, les objets de collection, les objets de joaillerie ou les bijoux bijoux y assimilés, en fait, hein, sont également dans cette gamme de biens meubles qui sont exonérés jusqu'à 5 000 € de cession. Donc c'est tentant de diviser en deux et de faire 2 cessions de 5 000 à la même personne, quoi. Et le problème, c'est que le fisc dit non. À partir du moment où vous vendez séparément quelque chose qui fait partie d'un ensemble, c'est l'ensemble de la transaction qu'il faut examiner. On pourra avoir des chandeliers, on pourra avoir donc vous avez une ménagère en argent, un couple de chandeliers, des choses qui vont par paire ou qui sont un ensemble. Le fisc va recatégoriser l'affaire en disant vous avez vendu pour 50 000, là, attention, hein, et pas 10 fois 5 000. Hein, donc là, ça fait mal, quoi. Et donc les pièces, c'est alors les pièces, justement, les pièces, la grosse différence, c'est que les pièces, il n'y a rien qui ressemble plus à une 50 $ or qu'une autre 50 $ or, hein, et ainsi de suite. Donc, pour moi, les 5 000 € ne s'appliquent pas, l'individualisation des 5 000 € ne s'applique pas, si vous voulez, aux monnaies à cours légal. Alors, souvent, hein, il est conseillé, alors moi, je sais que du côté de coffre.com, il est conseillé plutôt d'espacer les transactions. Moi, ce que je dis en général à ceux qui me posent cette question, ne tentez pas le diable, parce que de toute façon, ça fait perdre du temps, même si vous avez raison. Vous faites des transactions espacées d'1 mois environ. Hein, alors, en revanche, ce qui est possible de faire, c'est si vous trouvez 10 acheteurs différents à l'instant T, vous avez donc 10 transactions différentes. Donc 10 fois 5 000. Et vous pouvez faire 10 fois 5 000. Vous pouvez faire 100 fois 5 000. Il n'y a aucun problème. Et ça, le fisc le dit très très bien. Il dit qu'il examine ça transaction par transaction. Donc,
Voilà. J'ai un certain nombre de questions, mais on fera un résumé après tout ça à la fin. J'ai un certain nombre de questions et je pense qu'il y a une petite confusion, parce que beaucoup de gens me disent, mais si j'ai pas de facture d'achat, là, quand vous parlez de la taxation, on parle bien de la taxation à la vente, c'est-à-dire le prix que vous avez obtenu en vendant, quelle que soit votre facture d'achat, pour les moins de 5 000. Pour les moins de 5 000, bien sûr, oui. Là, on n'est pas du tout sur, pas du tout sur des plus-values. Oui, mais la question est quand même très, très intéressante, parce qu'en fait, pour les devises... et donc pour plus de 5 000, donc, on va dire. Pour plus de 5 000, autant pour les bijoux y assimilés, effectivement, il y a un régime qui est prévu si vous n'avez pas de facture. Ce régime, c'est une taxe forfaitaire qui est de 6,5, je crois, plus quelque chose. Mais que pour les devises, il n'y a rien prévu. C'est-à-dire que pour les biens meubles, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé comment résoudre le truc. C'est-à-dire que si on n'a pas la facture d'origine, on ne sait pas calculer la plus-value en question. Et donc, faut essayer de se limiter à 5 000. D'accord. Voilà. Parce que sinon, en fait, le fisc pourrait requalifier et dire je prends toute la valeur. Je sais pas comment le fisc peut faire. Je sais pas comment, parce que la taxe forfaitaire ne s'applique pas sur les devises. Ce sont des devises. Il faut bien avoir ça en tête. À chaque fois, on me dit mais non, ce ne sont pas des devises, c'est en or, ce sont des métaux précieux. Non, ce ne sont pas des métaux précieux. La définition des métaux précieux ne couvre pas les moyens de paiement légaux. Les moyens de paiement légaux, on l'a vu tout à l'heure, en matière de droit, elles ont une définition, et on dit bien que les moyens de paiement légaux n'ont rien à voir avec la matière qui les constitue et la forme qu'elles prennent. Donc ça n'a rien à voir. Mais il n'y a aucune taxe forfaitaire de prévue pour des devises. C'est-à-dire que, à la limite, ne parlons pas de métaux précieux, parlons de dollars. Voilà, vous avez des dollars, vous savez que le dollar, il est à peu près pérenne depuis pas mal de temps. J'ai des dollars de 1970 que j'ai récupérés de mon grand-père. Je vais à la banque, j'en ai pour 10 000 euros. Qu'est-ce que je fais ? Je demande au fisc comment je fais, parce que je ne comprends pas, parce que je ne sais pas combien il les a payés, etc. La seule façon possible, c'est éventuellement de faire le change des années 70 du grand-père, etc. Enfin non, c'est la seule façon, pour moi, c'est de ne pas dépasser les 5 000 euros. Ouais. C'est le mieux. Parce que c'est un autre sujet, mais pour les crypto-monnaies, en fait, la taxe forfaitaire... ne me parlez pas des crypto-monnaies. C'était juste pour essayer de rigoler, mais donc nous en parlerons plus tard, mais pas aujourd'hui, visiblement. Je suis résident en France, j'ai un peu d'or dans des coffres en Suisse d'Ocoffre. Dois-je les inscrire dans une déclaration d'impôt française ? Non. En fait, jusqu'à... 2000, alors attendez, je me perds, 18 je crois, ou 17, je ne sais plus, il existait l'ISF. Dans le cadre de l'ISF, il fallait déclarer tout son patrimoine. Et dans le patrimoine étaient inclus les bijoux et les métaux précieux et les devises, etc. Donc effectivement, il aurait fallu à cette époque-là l'inclure. Et pouf, il y avait un calcul qui était fait, etc., une taxe à payer. L'ISF a été supprimé et remplacé par un impôt immobilier sur le patrimoine. Donc, non, il ne se passe rien. D'accord. Pour poursuivre, faut-il déclarer au fisc le gardiennage à l'étranger de pièces en or, à cours légal, acheté et revendu chez Gold Forex via son site internet ? C'est un peu la même réponse que vous allez me faire. C'est-à-dire que finalement, j'ai fait des transactions... Les transactions, c'est pas la même chose. D'accord. C'est pas la même chose. C'est-à-dire que depuis... alors là, j'ai plus en tête la date, c'est 2000... parce que ça doit être 2019 ou 2018, je ne sais plus exactement. La taxe forfaitaire s'applique désormais également à l'étranger. Donc avant, ce qui se passait, c'est que la taxe forfaitaire, en fait, ne s'appliquait pas en dehors du périmètre de l'Union européenne. Ce qui faisait qu'effectivement, on avait des objets en dehors de l'Union européenne qui étaient normalement susceptibles
s'ils avaient été dans l'Union européenne, d'être taxés à la taxe forfaitaire, mais le fait qu'ils soient à l'extérieur, ils n'y étaient plus. Donc il y a quelqu'un qui s'en est ému, hein, et qui a fait un recours auprès du Conseil d'État, je crois, hein, du Conseil d'État, et qui a dit que c'était une injustice que certaines personnes, effectivement, puissent profiter d'un dispositif par rapport à d'autres qui étaient asservis à cette taxe. Et donc, on a étendu la taxe forfaitaire à l'extérieur du périmètre. Donc, où que l'on soit, lorsque l'on vend et que ce sont des biens qui sont éligibles à la taxe forfaitaire, il faut honorer la taxe forfaitaire. Une question plus terre à terre. Alors, il semblerait que lorsque les personnes arrivent avec des pièces neuves et à cours légal chez des vendeurs d'or, on leur dise que le forfait dont vous parlez des 5 000 euros n'existe pas. Oui, il faut changer de vendeur, enfin d'acheteur. D'acheteur. Voilà. Il y en a qui appliquent la loi, donc il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, si les gens veulent avoir des noms, ils m'écrivent. Aucun problème. Très bien, ils peuvent aller chez aucoffre.com, puisque chez aucoffre.com, on connaît bien la taxe forfaitaire des 5 000 euros. Déjà, merci beaucoup pour toutes vos questions. On va peut-être faire, si vous voulez bien, une synthèse ou un résumé de tout ce que vous nous avez dit. Vous pouvez nous faire ça en 1 ou 2 minutes pour qu'on refasse bien le point comme ça. Alors, la première chose, c'est que dans cette affaire, vous l'avez senti, hein, j'espère que je n'ai pas été trop confus, il faut comprendre le sens exact des mots que l'on utilise. C'est-à-dire que ce soit l'Union européenne ou que ce soit l'administration fiscale française, ils utilisent des mots qui sont homonymes, et donc il faut revenir aux définitions. Hein. Et il n'y a qu'en comparant les définitions que l'on comprend, effectivement. Donc, il y a un certain nombre d'ambiguïtés qui existent. Donc, on a vu collection et collection, hein, mais il y a métaux précieux et métaux précieux. Hein, donc, il y a des gens qui n'arrêtent pas de me dire « mais c'est des métaux précieux puisqu'il y a de l'or ». Non, ce n'est pas des métaux précieux parce que ce dont on parle, c'est de la définition fiscale des métaux précieux. Et donc, il faut retourner dans ce cas-là dans le BOI, dans les articles 20 et 30 du BOI, où on a là, effectivement, la définition fiscale. Et si on n'est pas dans la définition fiscale, on n'est pas dans les métaux précieux au sens fiscal du terme. Et l'erreur qu'a fait le fisc, c'est au lieu d'appeler ça la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C, il a appelé ça les métaux précieux. Hein, mais bon. Donc confusion de vocabulaire. Voilà, confusion de vocabulaire. Donc il faut, à chaque fois, il faut bien comprendre de quoi on parle. Comme monnaie, hein, la monnaie, il y a 2 sens à monnaie. Hein, il y a la monnaie unité monétaire et la monnaie moyen de paiement légal. Hein, et le moyen de paiement légal, en fait, ça n'est qu'un véhicule. Hein, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça n'est qu'un véhicule qui, on va dire sous son petit dos, là, emmène des unités monétaires d'une personne à une autre. Hein, au lieu de faire un virement, quand on fait un virement, en fait, on change les lignes de crédit et de débit de chaque côté. Et là, en fait, une unité monétaire, un moyen de paiement, c'est une unité monétaire qu'on transmet à quelqu'un. Un support physique. Et qui devient, en support physique, et qui devient en fait à son crédit, hein, qui passe à son crédit, quoi. Voilà. Et puis donc, les plus-values de cession sur les moyens de paiement légaux, pour les devises étrangères qui sont imposées au-delà de 5 000 euros de cession, pour un taux de 36,2, hein, avec un abattement, comme pour tous les biens meubles, hein, un abattement de 5% par an à partir de la 3e année. Vous savez, au bout de 22 ans, il n'y a plus de... Voilà, au bout de 22 ans, ouais, voilà. Donc, il faut être patient, quoi. Voilà. Et puis, enfin, le dernier point qui est important, si vous achetez des monnaies de Paris, les plus-values de cession de moyens de paiement légaux en euros sont exonérées. Je suis très malheureux quand je vois que des gens viennent vendre des monnaies en or de la monnaie de Paris chez des vendeurs, enfin des commerçants, des professionnels, et qu'en plus on leur taxe, on leur met la taxe, la TMP, hein, la taxe sur les métaux précieux, la taxe forfaitaire. C'est quand même... la taxe des devises.
Donc on taxe l'euro, et en plus, c'est la taxe forfaitaire, donc c'est-à-dire sur le montant de la vente. Vous vous rendez compte? Donc je pense que si on a fait le tour de l'essentiel. Oui, voilà. merci beaucoup pour vos réponses et toutes les questions qu'on a reçues. Pour plus de précisions, je vous renvoie à l'ouvrage de Yannick Colleux, Investir dans les métaux précieux, au site l'oretetlargent.info sur lequel vous trouverez de nombreux articles sur les pièces à cours légales. Et enfin, de nombreux webinaires sont organisés sur ce sujet par les conseillers d'Aucoffre. Vous trouverez les dates sur le site aucoffre.com.